Philippe Barla, je suis le directeur du département d'économie de l'Université Laval. En quelques semaines, notre monde a vraiment basculé. On parlait d'une situation de pénurie de main-d'œuvre, on est aujourd'hui en situation de chômage massif. On avait des finances publiques équilibrées, maintenant on parle de déficit massif. On avait des perspectives économiques très favorables, et maintenant on se questionne si on ne va pas vers un risque de désastre économique. Et tout cela, bien entendu, à cause d'une maladie, d'un virus, le Covid-19. Dans cette vidéo, nous vous proposons une discussion informelle avec quelques professeurs du département d'économique de l'Université Laval à propos des impacts économiques, macroéconomiques de cette crise sans précédent. Alors, on a d'abord le plaisir de recevoir le professeur Bernard de Caluet, professeur retraité, mais qui est toujours associé et très actif au département et qui est spécialisé dans la modélisation et l'analyse des politiques macroéconomiques. Je pense beaucoup dans les pays en développement, mais je pense que Bernard a aussi beaucoup contribué à l'analyse au Québec. On reçoit aussi le professeur Stephen Gordon, dont les recherches portent sur les cycles économiques et qui s'intéresse depuis quelque temps à l'histoire économique récente du Canada. Et je pense qu'il y a même un livre en préparation. Et enfin, on a Kevin Moran, qui est spécialiste de la macroéconomie et de la politique monétaire. Alors, pour démarrer cette discussion, je voudrais vous lancer une question que je pense tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est le début d'une récession ou est-ce que c'est plus grave que ça et on doit parler d'un désastre économique? Alors, Kevin, c'est quoi ton avis là-dessus? Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, dans le sens où la chute de l'activité économique présente, elle est sans précédent, je pense. Sans précédent. Cela dit, combien de temps ça va durer? Plusieurs hypothèses que j'ai vues en ce moment sont relativement optimistes dans le sens où le pic de la baisse de l'activité économique serait terminée à partir de la fin du deuxième trimestre. Et donc, ce serait vraiment simplement le deuxième trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin, qui serait vraiment en chute, mais en chute brutale. Et donc, dans ce contexte-là, si ça devait durer plus longtemps qu'un trimestre, ce serait un désastre économique, je pense. Mais ce qui survient en ce moment, avec une reprise dans l'été, je dirais que ce serait une chute brutale sans précédent, mais également de relative courte durée. À tout le moins, c'est un des scénarios possibles. Mais moi, j'ajouterais une caractéristique qui me semble très claire là, quand on regarde les études qui ont été menées sur les pandémies antérieures, parce qu'il y en a eu pas mal de pandémies antérieures. C'est la première fois où on a vraiment une réaction économique où la crise économique, elle est fabriquée, okay, au sens où les gouvernements ont décidé de fermer les activités économiques. Et c'est la première fois qu'on fait face à une situation où on ne subit pas simplement les conséquences d'une pandémie, mais on décide délibérément de fermer et d'arrêter l'activité économique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez unique dans l'histoire économique. D'habitude, ce sont des phénomènes qui nous tombent dessus, qui viennent de l'extérieur et auxquels on essaie de s'adapter. Ici, on a une situation où on a, pour des raisons sanitaires, purement et simplement décidé de mettre l'économie en pause, comme on l'a dit au Québec. Bon, c'est une analogie que j'aime, c'est qu'on a mis l'économie dans un coma artificiel. Et c'est peut-être rassurant pour ça. On peut toujours sortir l'économie du coma, sauf que c'est jamais le cas que quelqu'un qu'on fait sortir d'un coma s'en va au travail le lendemain. Alors, même si on est capable de lever le huis clos, la transition vers le normal ne sera pas instantanée. Mais lorsqu'on regarde les prévisions du FMI, et puis la présidente directrice parle d'effets comparables à la Grande Dépression, donc ça fait quand même peur. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'une tempête parfaite avec une crise sanitaire
qui se transforme en crise économique, puis qui pourrait se transférer en crise financière parce qu'on voit que le déficit de tous les pays vont exploser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance qui pourrait se produire? Il faudrait, encore une fois, ça dépend des scénarios qui sont repris, mais il y a ceux que j'ai vus où l'activité économique commence à reprendre à partir de l'été, donc troisième trimestre. Ça demeure relativement limité. Les effets, ou plutôt les mesures adoptées par les gouvernements sont justement, j'aime bien l'analogie, sont là pour préserver les possibilités de l'économie, donc de la même manière dont on parle quand on fait du coma artificiel, donc préserver les fonctions de base et préserver les acquis essentiels. Et si ça repart à partir de l'été, les prévisions que j'ai vues venant du ministère des Finances du Canada parlent d'une diminution du PIB de 10 % d'un trimestre à l'autre, et ensuite d'une reprise partielle, qui dans le contexte, encore une fois, serait sans précédent pour l'amplitude de la chute, mais également relativement rapide pour une reprise. Alors, je vais rester du côté des optimistes. Ce serait peut-être plus que 10 %. Statistique Canada vient de sortir de leur estimation pour le PIB juste pour le mois de mars. Il y a une réduction de 10 % juste pour mars. Et c'était au mi-mars qu'on avait commencé à fermer les écoles. Alors, je pense que 10 % est un scénario très optimiste dans le contexte. Il semble que quelque chose comme autour de 8 millions de Canadiens ont postulé pour l'aide financière. Ça, c'est presque la moitié de la population active. Et c'est ce qu'on sait l'ampleur. Je pense qu'on va dépasser, c'est ce qu'on a vu de la Grande Dépression. Le FMI parle pour le Canada d'une chute du PIB en 2020 de 6,2 %. Un des enjeux, je pense et on ne sait pas, c'est comment va se faire la reprise. Hein. On parle d'une reprise en V, donc oui, effectivement, un choc important, mais une reprise rapide, qui, je pense, c'est un peu ce qu'on a constaté, je pense, au niveau de la grippe espagnole, avec une reprise quand même assez rapide sur 36 mois. Mais ça pourrait être une reprise en U, donc qui prend beaucoup plus longtemps, ou encore on parle de W avec des cycles de haut et bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou... Mais moi, j'ai regardé un peu ça dans le contexte de la Guadeloupe, où j'ai essayé d'estimer quel serait le coût d'un mois de confinement, si pendant un mois sur l'année, on décidait de fermer les activités économiques. Bon. Et les résultats que nous avons obtenus, c'est finalement de dire que ça ferait baisser à peu près le PIB calculé sur une base annuelle de 6 %. Donc, le mois de confinement créerait 6 % de baisse. Évidemment, si c'est 2 mois de confinement, et si je prends une règle de 3 simple, je pourrais dire que ce sera du 12 % sur une base annuelle. Si c'est 3 mois de confinement, ce serait 18 % sur une base annuelle. Est-ce qu'il y a un indicateur macroéconomique que vous suivez particulièrement pour justement savoir est-ce qu'on va être dans une configuration en U, en W ou en V? Est-ce que la confiance n'est pas un élément clé ici? Donc, moi, je regarde, par exemple, l'écart de rendement entre les obligations du gouvernement fédéral américain, ça pourrait être n'importe quel autre gouvernement, mais l'écart de rendement, donc, entre les obligations jugées sûres, donc le gouvernement américain, et le rendement des obligations corporatives. Et cet écart-là, au moment où la crise s'est révélée dans son ampleur, cet écart-là a augmenté de manière, encore une fois, non seulement impressionnante, mais presque sans précédent. Et depuis ce temps-là, les marchés financiers, à tout le moins, si on se base sur eux pour avoir une idée de la confiance envers le futur, les marchés financiers semblent, je ne sais pas si on peut dire rassurés, mais certainement semblent avoir atteint le creux du désespoir et potentiellement sont en train de remonter. Cette prime, donc cet écart de rendement-là a diminué
sensiblement depuis le plus fort de la crise, à tout le moins sur les marchés financiers. Donc, est-ce que tu peux juste un petit peu expliquer c'est quoi cette différentielle et pourquoi est-ce que c'est un indicateur intéressant en termes très simples? Donc, l'écart de rendement essentiellement, ça veut dire est-ce que je suis prêt à prêter au gouvernement fédéral américain une activité pour laquelle le risque est essentiellement nul parce que le gouvernement américain pourrait toujours imprimer de l'argent pour me rembourser. Et d'autre part, est-ce que je suis prêt à prêter à une entreprise américaine pour le même, grosso modo, le même moment, le même temps? Et donc, la seule différence entre ces deux actions-là, c'est mon impression. Une des différences principales entre ces deux actions-là, c'est mon appréciation de la possibilité que les entreprises américaines ne soient pas capables de rembourser ce qu'elles avaient promis ou ce qu'elles m'avaient promis. Et donc, dans ce contexte-là, la prime peut être interprétée comme une vision du risque ou de la peur des marchés financiers quant au futur, entre guillemets. Et donc, tout ce qui est écart de taux ou prime de risque, donc, est souvent utilisé comme baromètre de à quel point les marchés financiers ont peur du futur ou à tout le moins s'inquiètent ou sont incertains à propos du futur. Et donc, il y a 2 semaines ou 3 semaines, lorsque l'ampleur de la crise s'est révélée, cette prime de risque-là a augmenté de manière extraordinaire. Et depuis ce jour, elle est en baisse et donc elle est revenue non pas à ce qu'elle était avant la crise, mais elle a certainement perdu de son intensité. Donc, avec cette mesure-là, la peur, entre guillemets, sur les marchés financiers a diminué. Okay. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose qui doit être pris en considération? C'est le point de départ. En janvier dernier, nous étions dans l'euphorie la plus extraordinaire. Les marchés financiers, tout le monde parlait de la bulle spéculative qui allait nécessairement se retourner sur les marchés financiers. Et donc par rapport à aujourd'hui, évidemment, l'écart est substantiel. Quand on parle d'une baisse de 30% de la valeur des actifs, beaucoup m'ont dit, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers, beaucoup m'ont dit, mais en fait, la vraie baisse, c'est du 10 ou 15% plus ou moins. Là. Les programmes de subvention des salaires et les programmes de l'aide d'urgence, il semble que l'objectif, c'est d'assurer que quand la crise est passée, que les employeurs soient toujours là et la connexion entre les employeurs et employés soit toujours là. C'est beaucoup plus facile de rappeler un employé qui était mis à côté temporairement plutôt que tout recommencer. Et de ce que je vois, le bureau de directeur parlementaire du budget, on parle, si ça dure pour 3-4 mois, on voit les coûts qui sont l'équivalent d'à peu près 10% de PIB de 2019. C'est important, mais on est dans une position, on est capable d'absorber ce genre de choc. Je pense qu'on est capable d'absorber ce genre de choc multiplié par 2 ou même 3. Alors, oui, donc c'est un peu la réponse des gouvernements. Est-ce que vous pensez que c'est adéquat pour l'instant? Est-ce qu'on s'occupe bien du patient qui a été mis en coma ou est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les dépenses, on parle du gouvernement fédéral ici, les dépenses rapides sont, je ne sais pas si c'est suffisant, mais encore une fois, c'est sans précédent l'ampleur de l'action. L'idée de on parle quand même, juste pour donner quelques chiffres, on parle d'une aide de 100 à 200 milliards, ce qui augmenterait le déficit de 10 points de pourcentage. On passerait à plus de 40% de part du PIB, donc c'est effectivement majeur. C'est majeur, mais il faut donc subventionner 75% de la masse salariale du pays. C'est sans précédent. Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais comme le dit Stephen, c'est là pour garder le tissu, pour essentiellement mettre le tissu industriel sur la glace en espérant qu'une fois que ce soit terminé, on soit capable de reprendre relativement rapidement. Mais c'est sans précédent. Cela dit, dans les estimations que moi j'ai vues du directeur parlementaire,
Encore une fois, un déficit même à la limite de 200 milliards, ça ferait augmenter la dette à un niveau qui serait 40% du PIB, en même temps que les charges, c'est-à-dire combien ça va coûter pour payer cette dette-là, sont presque, à la limite, on pourrait dire qu'elles vont même baisser, puisque les taux d'intérêt, donc le coût de l'emprunt pour le gouvernement fédéral a baissé de manière très importante dans les derniers jours. Et donc, emprunter pour le gouvernement fédéral en ce moment, ça ne coûte pas très cher. Et donc, dans ce contexte-là, je serais d'accord avec Stephen qu'on serait capable, le gouvernement fédéral serait capable de faire même 2 fois ce qu'il est en train de suggérer. Donc ça, c'est clair que le Canada semble être en bonne position, c'est vrai, mais qu'en est-il des autres pays? Parce qu'on parle d'une crise mondiale, des pays comme l'Italie qui avait déjà un taux d'endettement de 135%, les États-Unis, bon, c'est un peu particulier, mais ils sont quand même à 100%, la Grèce 181%. On rajoute des dépenses massives. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de crise financière liée à cet endettement massif de plusieurs gouvernements? C'est peut-être possible, pardon de couper la parole à Bernard. Je veux juste pointer le fait que pour les États-Unis, ils sont dans une situation qui me semble, effectivement, ils ont beaucoup de dettes, mais ils sont dans une situation très particulière que lorsqu'il y a une crise financière, les actifs américains, que ce soit le dollar américain ou les bons du Trésor américain, sont soudainement très, très, très attrayants pour l'ensemble de la communauté financière. Et donc, dans ce contexte-là, leur coût d'emprunter baisse lorsque la finance va mal. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, c'est problématique pour des petits pays comme l'Italie, potentiellement, ou la Grèce, comme vous l'avez mentionné. Mais pour les États-Unis, je ne vois pas de problème à emprunter du point de vue du gouvernement fédéral américain dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais on va sans doute revenir sur les mesures qui ont été prises par notre gouvernement canadien et provincial. Hein. Mais la question, la vraie difficulté, je pense, pour une économie comme le Canada, c'est comment va se détériorer le contexte international. Parce qu'on peut avoir eu les mesures absolument adéquates, et mon sentiment, c'est que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, elles sont parfaitement adéquates, même, je dirais, peut-être trop généreuses, okay? Et je vais essayer de démontrer ça plus tard quand on va rediscuter de cela. Elles sont parfaitement adéquates et le coussin de sécurité, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, est en place. Okay? Donc, si on rate la triple pirouette qu'on va faire, le coussin de sécurité est là pour nous récupérer si c'est nécessaire. Donc, je pense que de ce côté-là. Mais évidemment, le contexte international, lui, est effectivement extrêmement dangereux. Et dans les choses que moi, j'ai pu travailler un peu, c'est extrêmement difficile de prendre en considération ce qui va se passer chez nos partenaires si par hasard la situation se détériore. Non, je pense que c'est peut-être le plus gros risque, c'est la réduction des volumes de commerce international. Si on pense que la crise démontre qu'il faut être plus autosuffisant dans tout, et c'est exactement le contraire, la leçon que les économistes ont essayé de donner pour des siècles maintenant, que c'est mieux de spécialiser et d'échanger, c'est toujours mieux de faire ça. Si la leçon qu'on tire de cet épisode, c'est qu'il faut être autosuffisant dans tout, ce serait peut-être le pire scénario. Tout le monde se souvient de la fameuse toile d'araignée de Kindleberger, quand il démontrait qu'après la crise de 1930, les restrictions au commerce en disant nous allons importer moins parce que nous allons produire nous-mêmes, ont fait que le commerce international s'est détérioré, et la crise s'est accentuée pendant 3 ans. Okay? Donc, on pourrait très bien se retrouver dans la même spirale de fermeture qu'on a déjà connue. Par contre, ce dont je suis assez confiant quand même, c'est que la façon dont nos gouvernements ont réagi à la crise, c'est unique aussi.
C'est la première fois qu'on voit des gouvernements qui sont prêts à dire nous sommes indispensables, il faut qu'on prévoit un coussin de sécurité aussi bien pour les ménages, pour garantir un minimum de revenus. Tout le monde doit pouvoir manger, ok, d'une certaine façon, et les entreprises doivent rester vivantes parce que si elles meurent, elles ne peuvent pas être redémarrées. Comment financer le passage à travers et comment sortir, c'est quoi le mécanisme, comment faire sortir et juste voir à quel point est-ce que le gouvernement pourrait aider les reprises quand il revient. Parce que pour l'instant, on ne parle pas de mesures comme le stimulus. Toutes les dépenses là, non, on parle souvent des centaines de milliards de dollars comme stimulus. C'est pas un stimulus, c'est juste... c'est un soutien. Ce qui veut dire qu'avec une aide d'urgence de 2000 $ par mois, si elle était payée pendant 12 mois, ce serait l'équivalent d'un 24 000 $ par année. Okay? Ce qui veut dire que ceux qui sont les plus pauvres dans le pays, avec une allocation de 2000 $ par mois, vivent au même rythme que ce qu'ils avaient quand il n'y avait pas cette subvention. Donc, en d'autres mots, cette subvention est généreuse, okay? Et remplit son rôle qui est de permettre à tous ceux qui vont perdre leur emploi de garder un certain niveau de vie correct. Donc, en ce sens-là, je pense que le filet de sécurité sociale qui a été proposé par le fédéral est tout à fait adéquat là, et remplit vraiment les besoins. Là. Donc, on a constaté des lacunes, des gens qui n'étaient pas couverts, mais je pense que c'est parce que le gouvernement a été obligé de sortir des programmes sans avoir pris le temps usuel pour consulter, voir à qui est-ce que ça s'applique. Et je pense que c'est les derniers, on a sorti quelque chose rapidement, on a bouché les trous par après. Et je pense que ce n'est pas une question de manque de volonté, c'est juste une question des défis administratifs assez importants pour sortir des programmes comme ça dans un laps de temps minimal. Oui, et puis moi, ce qui m'a frappé beaucoup la semaine dernière quand l'aide d'urgence a été mise en œuvre, c'est qu'il y a eu presque aucune critique. Hein? Non. On n'a pas entendu les gens qui rouspétaient ou qui n'étaient pas d'accord. C'est comme si cette aide d'urgence qui a été distribuée à 6 millions de personnes, ça a été fait en une semaine et ça a fonctionné là. Le filet de sécurité sociale pour les entreprises, puisque au début c'était uniquement pour les PME, après ça a été élargi à toutes les entreprises, fait que les entreprises peuvent difficilement trouver que c'est pas suffisant là, ok? Surtout si elles ne perdent que c'est 30% du chiffre d'affaires pour pouvoir postuler à la subvention salariale. Donc, c'est quand même un coussin de sécurité qui est extrêmement, extrêmement bien organisé et qui me fait dire, moi, que si la crise ne dure pas longtemps, okay, le rebond sera extrêmement important. On va peut-être passer à une dernière question. Alors, de tout ce qui ressort ici, on entend beaucoup parler en ce moment de la phrase « ça va bien aller ». Je crois comprendre que vous êtes relativement optimiste avec cette chose-là, et donc ça va bien aller aussi sur le plan économique. Peut-être commencer par Steven. Bon. Évidemment, je pense que tout dépend des choses que nous, on connaît peu. C'est vrai que l'évolution du coronavirus, c'est est-ce que l'économie, est-ce que tout le monde, on va se retourner à normal dans 3 mois? Quand est-ce qu'il va y avoir un vaccin qui sera disponible ou un traitement même? Et c'est ça, tu parlais de W tantôt. C'est ça, c'est le grand-peur serait de revenir à normal et redescendre encore. Et les enjeux là sont plus médicaux plutôt qu'économiques. Ça, il faut vivre. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est ça que je retiens. Tu es modérément optimiste, avec beaucoup d'incertitudes. Ouais, c'est ça. De ce que je vois maintenant, il semble qu'on est capable de bien répondre à la crise. On a le moyen pour répondre et pour l'instant,
on peut espérer mieux, mais c'est difficile à voir où on a fait une erreur majeure, juste au moins ce fois-ci. Kevin, tu es optimiste? Absolument, pour les 3 prochains mois, disons. Comme l'a dit Steven, on a les moyens de répondre en ce moment. Je retiens pas l'hypothèse, mais l'incertitude à propos du commerce international comme quelque chose qui va peser sur l'activité économique canadienne qui dépend depuis plusieurs années, depuis toujours finalement, de sa capacité à commercer avec l'extérieur. Et donc, si ça s'était appelé à être affecté de manière importante, alors peut-être que là, il y aurait lieu d'être moins optimiste. Mais pour le court terme, il me semble qu'on a les moyens de faire ce qu'on fait et ce qu'on fait est relativement correct. Oui, moi j'ajouterais simplement à ton point de dire que si, dans le commerce international, ce qui est crucial, c'est le commerce avec les États-Unis. Et c'est là où il faudra voir à quelle vitesse eux vont faire le trade-off entre le nombre de morts et la croissance économique. Et s'ils continuent à considérer que le nombre de morts n'est pas très, très important et que la croissance économique est beaucoup plus importante, ben, c'est sûr qu'il y aura de la reprise du côté américain, substantielle peut-être. Mais là, il y a énormément d'incertitudes. Et comme 80% de notre commerce et de nos relations commerciales se font avec les États-Unis, c'est clair qu'on va continuer à devoir tenir compte de la façon dont ça se développe au Sud pour savoir comment ça va se développer chez nous. Mais je pense que, comme vous deux, là, je suis tout à fait d'accord qu'on a pris les mesures qu'il fallait prendre. Et elles ont été adéquatement prises. Donc, ce n'est pas des petites mesures. Et d'après moi, on est dans une position où on pourra rebondir rapidement parce qu'on n'a pas détruit le capital, on n'a pas détruit le know-how. Okay, on a maintenu les relations, comme tu disais, Steven, entre l'employeur et l'employé et ainsi de suite. Ce qui fait que dès qu'on peut aller travailler, on va travailler, c'est tout. Mais... Bon, ben c'est un bon mot de conclusion. On ira travailler quand. Mais quoique nous tous, on continue à travailler, mais de chez soi. Alors, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça a été très éclairant. Et puis, ben, on va se croiser les doigts. On refera peut-être un webinaire comme ça une fois que ça sera passé pour voir si vous avez eu raison d'être modérément optimiste en espérant évidemment qu'on ait un vaccin ou un traitement très, très rapidement. Alors, bah, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye.